Le fracas d'une fourchette tombée sur le marbre résonne comme un coup de feu dans une pièce ruisselante de diamants et de vieilles fortunes. Il ne voit pas la femme qui se penche pour la ramasser. Pas vraiment. Il voit un uniforme, une paire de mains fatiguées, un badge nominatif sur lequel est inscrit Kate. Il voit une serveuse. Les chuchotements la suivent comme des ombres. Pouvez-vous croire qu'elle a renversé de l'eau sur Béatrice de Valois? Absolument remplaçable. Ce n'est qu'une serveuse. Ils n'ont aucune idée que la femme qu'ils méprisent est celle qui possède la pièce, le bâtiment, et s'apprête à posséder leur avenir. Dans 1 heure, le monde apprendra son vrai nom. Et ce ne sera pas Kate. Ce sera Catherine Valence, la PDG milliardaire. Ils sont tous ici pour impressionner. Et elle a écouté chaque mot. Le Moineau doré était une cathédrale érigée pour le culte de la richesse. Ses plafonds voûtés, ornés de fresques imitant un ciel de la Renaissance, surplombaient une congrégation de l'élite parisienne. Des lustres en cristal, chacun de la taille d'une petite voiture, diffusaient une lueur chaude et indulgente qui faisait briller les diamants et dissimulait les rides de l'âge et de l'avarice sur les visages en contrebas. L'air lui-même semblait précieux, un mélange soigneusement orchestré de parfums vintage, de coquilles Saint-Jacques saisies et de la subtile odeur fraîche de billets de banque neufs. C'est dans ce théâtre opulent que se déplaçait Catherine Valence, connue de ses clients uniquement sous le nom de Kate. Elle était un fantôme dans un uniforme noir et blanc, sa présence n'étant reconnue que lorsqu'un verre avait besoin d'être rempli ou une assiette débarrassée. Ses mouvements étaient économiques et précis, affinés par 3 semaines de travail éreintant et invisible. Elle portait un lourd plateau d'argent, son poids une douleur familière dans son épaule, une réalité tangible dans un monde de pure illusion. Son attention ce soir était concentrée sur la table 7, le nid de vipère. Geneviève de Beaumont-Tronnay en bout de table, une femme dont la famille possédait la moitié de l'avenue Foch depuis la Belle Époque. Sa posture était droite comme un i, ses cheveux blonds enroulés en un chignon incroyablement complexe et brillant. À sa droite se trouvait Portia Croft, dont le rire avait un son métallique et aigu, et à sa gauche, Béatrice de Valois, dont la moue était un art soigneusement cultivé. Elles étaient les reines de cet échiquier particulier, et elles traitaient le personnel comme des pions à sacrifier. « Kate » appela Geneviève, sa voix portant un ton paresseux et impérieux. Elle ne regarda pas Catherine, examinant plutôt ses propres ongles parfaitement manucurés. « Cette eau est tiède. Essayez-vous de faire bouillir le citron? Apportez-en une autre. Et plus de ces affreux petits graissins. Portia les adore pour une raison quelconque. » Tout de suite, Madame de Beaumont, dit Catherine, sa voix une chose placide et neutre. Elle l'avait perfectionnée. Aucune émotion, aucune inflexion. La servante parfaite. Alors qu'elle se détournait, elle entendit le murmure gloussant de Portia, assez fort pour être entendu. Honnêtement, où trouve-t-il ces gens? On dirait qu'elle n'a pas dormi depuis 1 semaine. Père dit que le niveau de service baisse partout, ajouta Béatrice. C'est un signe des temps. Plus personne n'accorde de valeur à la discipline. La mâchoire de Catherine se contracta une fraction de seconde avant qu'elle ne force ses muscles à se détendre. La discipline, pensa-t-elle avec une lueur d'amusement amer. Il n'en avait aucune idée. L'épuisement qu'il voyait était réel, mais il ne venait pas du service en salle. Il venait de la gestion d'une entreprise technologique mondiale de plusieurs milliards d'euros, Valence Innovation, pendant la journée, et de ses nuits passées ici, dans cette cage dorée, à chasser un prédateur. Il y a 3 semaines, une information anonyme avait atterri sur son bureau, un unique message crypté d'une source de confiance au sein de sa propre équipe de sécurité. Il alléguait qu'une taupe de haut niveau fournissait des informations exclusives sur le nouveau projet révolutionnaire de son entreprise, Prométhée, à un concurrent. La fuite était lente, méthodique, et conçue pour les saboter juste avant l'annonce de leur fusion historique. L'informateur pointait vers une source spécifique, les conversations décontractées, alimentées par le vin, qui se déroulaient ici même, au Moineau doré, le repère favori de son principal rival, Richard de Valois, le père de Béatrice. Alors, Catherine Valence, la PDG prodige, en couverture des Échos et de Challenge, avait disparu. Officiellement, elle était en retraite stratégique isolée. En réalité, elle s'était créée une nouvelle identité, avait fabriqué un CV et s'était fait embaucher comme serveuse. Elle avait besoin d'entendre les chuchotements elle-même, de voir les acteurs dans leur habitat naturel, d'identifier le traître qui menaçait de réduire en cendres tout ce qu'elle avait construit. Elle retourna à la table avec une nouvelle bouteille d'eau minérale fraîche et un panier de graissins. En versant l'eau pour Geneviève, sa main était parfaitement stable, mais ses oreilles étaient aux aguets, filtrant la symphonie des verres qui teintent et du bavardage ambiant. Un homme à la table voisine, Nathan Delacroix, attira son attention. Elle l'avait déjà remarqué. Contrairement aux autres, il la regardait. Il voyait une personne. Il était plus jeune que la plupart des clients,
probablement au début de la trentaine, avec un costume élégant, bien coupé mais pas ostentatoirement cher. Il y avait une intensité dans ses yeux sombres qui suggérait un esprit vif au travail, mais son sourire, quand il apparaissait, était sincère. Il était souvent là, rencontrant différents types de financiers, semblant toujours légèrement déplacé, comme s'il trouvait tout ce spectacle vaguement ridicule. Il lui offrit un petit sourire de sympathie, alors que Geneviève la congédiait d'un revers de main. Catherine lui adressa un hochement de tête à peine perceptible en retour. C'était un moment fugace de connexion humaine dans un océan de mépris transactionnel. Son directeur, un homme perpétuellement stressé nommé Monsieur Dubois, l'intercepta près de l'office. « Kate, le gala des innovateurs, c'est demain soir. Nous sommes complets. VVIP uniquement. Toute la mezzanine est réservée à Richard de Valois et ses invités. Je veux que tu sois impeccable. Aucune erreur. Un verre de renversé, une mauvaise commande, et tu es dehors. Compris. Compris, Monsieur Dubois, dit-elle, sa voix toujours une ligne plate de conformité. Le gala des innovateurs. C'était le point culminant de tout. Il se tenait ici, au Moineau doré. Richard de Valois serait là, célébrant ce qu'il croyait être sa victoire imminente. Valence Innovation était le principal sponsor du gala, une ironie amère qui avait le goût de l'acide dans la bouche de Catherine. La fusion sur laquelle elle travaillait depuis 2 ans était avec une entreprise de matériel informatique historique, une manœuvre qui consoliderait la domination de sa firme pour la prochaine décennie. L'entreprise de Valois, Dynamique de Valois, avait perdu l'appel d'offres et il la combattait bec et ongle depuis lors. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle débarrassait une table près du bar, elle vit Richard de Valois lui-même entrer. C'était un homme qui consommait l'espace, avec une large poitrine, une voix de stentor et une aura de confiance prédatrice. Il rejoignit 2 autres hommes en costume sombre, le dos à la salle, leurs têtes penchées l'une vers l'autre dans une intimité conspiratrice. Catherine commença à essuyer la table vide, ses mouvements lents et délibérés, se faisant autant partie du mobilier que l'acajou poli. Elle était invisible, et les gens invisibles entendent. Tout. Le dernier paquet de données sera transféré demain matin, dit l'un des hommes, sa voix un grondement sourd. C'est le cœur du code source. Une fois que nous l'aurons, leur Prométhée ne sera plus qu'un tigre de papier. Richard de Valois gloussa, un son de gravier broyé. Excellent. Leur valorisation s'effondrera avant même le début du gala. Le temps que leur PDG, comment s'appelle-t-elle? Valence, sorte du trou où elle se cache, je rachèterai sa société pour une bouchée de pain. Le second homme murmura quelque chose que Catherine ne put saisir, mais la réponse de Valois fut limpide. L'actif devient nerveux, mais il est trop impliqué. Il livrera. Il sera au gala demain soir. Nous ferons l'échange à ce moment-là. Ce sera poétique. Le sang de Catherine se glaça. L'actif, la taupe. Il serait ici demain soir. Elle sentit une poussée d'adrénaline, une fureur froide et claire qui aiguisa ses sens. Il voyait une serveuse, une moins que rien, un élément de décor jetable. Ils n'avaient aucune idée qu'ils confessaient leur crime à la femme, même qu'ils essayaient de détruire. Elle ramassa les verres vides, son expression inchangée, et retourna vers la cuisine, son esprit déjà en train de calculer, de planifier et de se préparer pour la guerre qui commencerait dans moins de 24 heures. Le lendemain matin, la ville était un flou de mouvements derrière la fenêtre du petit appartement anonyme de Catherine. C'était un monde à part de son Penthouse tentaculaire avec vue sur le parc Monceau, un cloître délibérément choisi où elle pouvait être Kate et non Catherine Valence. La pièce sobrement meublée était sa salle de guerre. Un tableau de liège couvrait un mur, sillonné de noms, de photos et de lignes de connexion, comme dans un roman policier. En son centre se trouvait une liste de moins d'une douzaine d'individus, les cadres supérieurs de Valence Innovation ayant accès au code source de Prométhée. L'un d'eux était le traître. Son téléphone vibra. C'était un message sécurisé de Robert Lefebvre, son chef de la sécurité et la seule personne qui connaissait la vérité sur son opération d'infiltration. C'était un ancien officier du renseignement militaire, un homme de peu de mots et d'une loyauté absolue. L'analyse financière a signalé une anomalie. Paiements irréguliers à une société écran liée à un ingénieur senior, Grégoire Finet. Les paiements proviennent d'un compte offshore ayant des liens avec une filiale connue de Dynamique de Valois. C'est circonstanciel, mais c'est solide. Grégoire Finet. Le nom frappa Catherine comme un coup physique. Greg était brillant, silencieux, et avait été avec elle depuis les débuts, l'époque du garage et des nouilles instantanées qui était devenu un titan. Elle lui avait fait une confiance implicite. La trahison était une blessure personnelle et aiguë, bien pire que les manœuvres d'entreprise auxquelles elle s'était attendue. Mais elle ne pouvait pas laisser l'émotion obscurcir son jugement. Elle avait besoin d'une preuve définitive,
quelque chose d'irréfutable qu'elle pourrait utiliser non seulement pour arrêter la fuite, mais pour anéantir tout le complot de Valois. Elle renvoya un message à Robert. Préparer une équipe. Surveillance discrète de Finet. Je dois connaître chacun de ses mouvements ce soir au gala. Je m'occupe du reste. Ce soir-là, le moineau doré avait été transformé. L'élégance feutrée habituelle avait été remplacée par une énergie électrique et vibrante. Des éclairages bleus et argentés balayaient les murs, se reflétant sur les sculptures de glace et les flûtes à champagne. L'air était chargé d'anticipation. Magnats de la technologie, capital risqueurs et personnalités mondaines se mêlaient, leur conversation un bourdonnement sourd de ragots et de contrats à plusieurs milliards d'euros. Catherine, de nouveau dans son uniforme de Kate, se déplaçait à travers la foule. Son invisibilité était sa plus grande arme. Elle était une observatrice silencieuse dans le camp ennemi. Elle vit Richard de Valois tenir sa cour, sa fille Béatrice accrochée à son bras, tous deux rayonnant d'un triomphe suffisant. Elle vit Grégoire Finet, seul près d'un pilier, l'air pâle et nerveux, serrant un verre de champagne avec des jointures blanches. Il semblait totalement déplacé, un homme se noyant dans une mer pour laquelle il n'était pas bâti. Son chemin la mena devant la table 7, où Geneviève et Portia disséquaient déjà les autres invités. « Tu as vu la robe de la PDG d'Omnicorp » ricana Portia. « C'est du Dior de la saison dernière. Quelle tragédie ! Et apparemment, la PDG de Valence Innovation ne se montre même pas, ajouta Geneviève avec une joie malveillante dans les yeux. Béatrice m'a dit que son père a entendu dire qu'elle a fait une dépression nerveuse complète. La pression a finalement eu raison d'elle. L'entreprise est sur le point d'imploser. Catherine versa leur champagne sans un mot, son expression un masque parfait d'indifférence polie. Laissez-les penser ça, pensa-t-elle. Laissez-les me sous-estimer jusqu'à la toute dernière seconde. Elle sentit une présence à côté d'elle et se tourna pour voir Nathan Delacroix. Il tenait 2 verres vides. Je me suis dit que je vous épargnerais un voyage, dit-il, sa voix une note bienvenue de chaleur dans l'atmosphère froide et transactionnelle. Merci, monsieur, répondit-elle, sa voix toujours dans sa cadence de serveuse. C'est Nathan, la corrigea-t-il doucement. Et vous êtes Kate, c'est ça. Il fit un geste vers la salle. Sacré cirque ce soir. C'est le gala des innovateurs, dit-elle simplement. C'est ça, où tout le monde essaie d'innover de nouvelles façons de se poignarder dans le dos, dit-il avec un sourire ironique. Je suis ici pour essayer de trouver un financement pour une start-up d'énergie propre. C'est comme essayer de vendre des légumes dans un magasin de bonbons. Il y avait une sincérité en lui qui la désarma. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit l'envie d'être elle-même, d'avoir une vraie conversation. Le monde a besoin de plus de légumes, se surprit-elle à dire, une pointe de sa propre voix se glissant à travers. Les sourcils de Nathan se haussèrent de surprise et d'appréciation. Exactement. Vous voyez, vous comprenez. Il s'arrêta, l'étudiant un instant. Vous savez, vous avez une façon très analytique d'observer les choses. Je vous ai vu regarder la salle. Vous ne faites pas que servir des boissons, n'est-ce pas? Le cœur de Catherine fit une petite embardée. Avait-il vu à travers son déguisement? Une serveuse voit tout. Ça fait partie du travail, je suppose. Si vous le dites, dit-il, bien qu'il n'ait pas l'air entièrement convaincu. Eh bien, si vous voyez des capital risqueurs qui ont l'air particulièrement ennuyés par les discussions sur l'IA et la blockchain, envoyez-les-moi. J'ai des graphiques et tout. Il lui fit un autre de ses sourires sincères et s'apprêtait à en dire plus quand la voix de Geneviève trancha l'air comme un éclat de verre. Serveuse. Il nous faut plus de champagne. Êtes-vous payé pour bavarder ou pour servir? Le sourire de Nathan disparut, remplacé par un éclair d'agacement. Il se tourna vers Geneviève, mais Catherine posa une main subtile sur son bras. « Ce n'est rien, murmura-t-elle. Passez une bonne soirée, Nathan. » Elle s'éloigna, sentant son regard sur son dos. Le bref échange avait été un risque, une fissure dans son armure, mais il lui avait aussi rappelé pourquoi elle se battait. Il ne s'agissait pas seulement de code source et de cours de bourse. Il s'agissait de construire une entreprise où des gens comme Nathan, des gens avec de bonnes idées et des intentions sincères, pourraient prospérer, un monde à l'écart de la cruauté mesquine de gens comme Geneviève et de la cupidité rapace d'hommes comme Richard de Valois. Son itinéraire la mena près de l'escalier de la mezzanine, qui était interdit d'accès par une corde de velours pour la soirée privée de Valois. Elle vit Grégoire Finet s'approcher de la corde, ses mouvements raides et anxieux. Il parla au garde de sécurité, qui hocha la tête et le laissa passer. Il allait rencontrer de Valois. Il allait faire l'échange. L'esprit de Catherine s'emballa. Elle devait monter là-haut. Elle vit un couloir de service à l'autre bout de la pièce, un couloir dont elle savait, depuis son orientation du personnel,
qu'il menait à un escalier de service utilisé par l'équipe de traiteurs. C'était son seul moyen d'entrer. Alors qu'elle se dirigeait vers celui-ci, elle surprit un fragment de conversation d'un groupe d'investisseurs en technologie. J'ai entendu dire que Valence Innovation perd ses talents. Leur grande fusion est en péril. De Valois joue bien son coup. Il a toujours 10 longueurs d'avance. D'ici demain matin, il possédera le marché. Le récit était établi. Le piège était tendu. Tout le monde la croyait en échec. Tout le monde croyait Richard de Valois invincible. Ils allaient tous avoir une très grosse surprise. Avec une dernière inspiration déterminée, Catherine se glissa dans l'ombre du couloir de service, laissant derrière elle le faste et le glamour du gala pour la réalité froide et dure du combat qui l'attendait. La fille invisible était sur le point de devenir la chasseresse. Le couloir de service était un autre monde. La symphonie opulente du gala s'estompait, remplacée par le cliquetis de la vaisselle, le sifflement des lave-vaisselle industriels et les voix sèches et stressées du personnel de cuisine. L'air était chaud et sentait la graisse et l'eau de javel. Ici, il n'y avait pas d'illusion. C'était la salle des machines qui alimentait la fantaisie à l'extérieur, et pendant un instant, Catherine se sentit plus chez elle ici, parmi l'acier et la vapeur, que dans la salle de bal. Elle trouva facilement l'escalier de service. Il était en béton, étroit et faiblement éclairé. Montant les marches 2 par 2, elle grimpait, ses chaussures de travail à semelles souples ne faisant presque aucun bruit. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, un rythme frénétique d'adrénaline et de résolution. C'était le point de non-retour. Chaque instinct qu'elle avait affiné au fil des ans, lors de négociations à haut risque et de paris d'entreprise, lui disait que ce qui allait se passer sur cette mezzanine déciderait du sort de sa société. Elle déboucha au niveau de la mezzanine dans une petite alcôve cachée derrière un grand palmier en pot. Jetant un coup d'œil à travers les frondes, elle pouvait voir la soirée privée de Richard de Valois. C'était un rassemblement plus petit et plus intime de son cercle rapproché. Richard se tenait près d'une fenêtre panoramique donnant sur les lumières de la ville, un verre de ce qui semblait être un whisky single malt à la main. Il ressemblait à un roi contemplant son domaine. Grégoire Finet était là, debout maladroitement près du bar, l'air encore plus pâle et transpirant qu'en bas. Les yeux de Catherine balayèrent la zone, cherchant l'échange. Comment allait-il procéder? Une clé USB? Un transfert de fichiers depuis un téléphone? Ça devait être subtil. Elle regarda la fille de Valois, Béatrice, glisser vers Grégoire. Elle posa une main sur son bras, son sourire un éclair prédateur de blancheur. « Grégoire, mon cher », roucoula Béatrice, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Papa est si reconnaissant pour votre contribution. Il voulait que vous ayez ceci, une petite marque de son appréciation. » Elle lui tendit un élégant étui à cigarette en argent. Catherine fronça les sourcils. Greg ne fumait pas. C'était un accessoire. Les données devaient être sur une micro-clé cachée à l'intérieur. C'était de la vieille école, presque théâtrale, un geste né d'une arrogance pure. Il le faisait au vu et au su de tous. Grégoire prit l'étui, sa main tremblant légèrement. « Merci, Béatrice. S'il vous plaît, dites à votre père. »« Il sait, dit-elle en le coupant. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller me vanter avec Geneviève. J'ai entendu dire que la grande méchante PDG de Valence Innovation a eu trop peur de montrer son visage ce soir. » Elle rit et s'éloigna, laissant Grégoire seul, serrant l'étui en argent comme un noyer s'accrochant à un rocher. Catherine savait que c'était sa seule chance. Elle avait besoin de cet étui. Mais comment? Elle ne pouvait pas simplement sortir de sa cachette. Puis ses yeux se posèrent sur un chariot de traiteur chargé de flûtes à champagne et de amuse-gueule, abandonné près de l'entrée de service. Une idée, audacieuse et incroyablement risquée, germa dans son esprit. Elle prit une profonde inspiration, lissa son simple uniforme et composa son visage en un masque vide et déférent de Kate. Poussant le chariot devant elle, elle sortit de l'alcôve et entra dans la fête. « Champagne » offrit-elle à un couple près de la fenêtre, sa voix basse et discrète. Ils prirent 2 verres sans même la regarder. Elle se déplaçait lentement, méthodiquement, traversant la pièce en direction de Grégoire. Il était toujours près du bar, fixant l'étui en argent dans sa main, comme si c'était un serpent venimeux. Richard de Valois l'observait de l'autre côté de la pièce, un sourire suffisant et satisfait sur le visage. Catherine était à quelques mètres de Grégoire quand cela se produisit. Un mouvement délibéré, calculé. Elle trébucha, son corps se projetant en avant comme si elle avait perdu l'équilibre. Le chariot de traiteur bascula dangereusement. Des dizaines de flûtes à champagne tombèrent en cascade sur le sol, se brisant avec un fracas assourdissant qui fit taire toute la mezzanine. Le champagne et les éclats de verre se répandirent sur le parquet poli. Dans le chaos qui s'ensuivit, Catherine tomba,
visant son corps directement sur Grégoire Finet. Elle le percuta, pas assez fort pour le blesser, mais avec assez de force pour le faire reculer en trébuchant. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée !» s'écria-t-elle, sa voix remplie d'une panique convaincante. L'étui en argent s'envola des doigts inertes de Grégoire, glissant sur le sol. Dans la fraction de seconde de confusion, alors que tous les yeux étaient rivés sur le désordre de verre brisé, la main de Catherine jaillit. Ses doigts se refermèrent sur le métal froid de l'étui, et avec un mouvement né d'une précision désespérée, elle le dissimula dans la paume de sa main, le glissant dans la poche profonde de son tablier alors qu'elle se relevait sur les mains et les genoux. « Espèce d'idiote maladroite !» rugit Richard de Valois, son visage virant au violet. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?»« Je suis tellement désolé, monsieur. J'ai trébuché, » balbutia Catherine, jouant à la perfection le rôle de la serveuse terrifiée et incompétente. Des gardes de sécurité se précipitèrent. Monsieur Dubois, le visage un masque de pure horreur, monta les escaliers en courant. « Sortez-la d'ici, maintenant !» beugla de Valois. « Elle est virée. Je ne veux plus jamais revoir son visage. » Deux gardes saisirent les bras de Catherine, leur prise ferme. Cela faisait partie du plan qu'elle avait anticipé. Être jetée dehors était la sortie parfaite. Mais alors qu'il l'emmenait, elle leva les yeux et vit Geneviève, Portia et Béatrice debout en haut de l'escalier principal, attirées par l'agitation. Elle la regardait d'en haut, leur visage illuminé d'un plaisir cruel et non dissimulé. « Regardez, » dit Geneviève, sa voix portant à travers la pièce maintenant silencieuse. « C'est la serveuse maladroite. Je savais qu'elle était inutile. Certaines personnes n'ont tout simplement pas leur place dans des endroits comme celui-ci, » ajouta Béatrice avec un sourire triomphant. « Elles devraient apprendre à rester là où elles appartiennent. » L'humiliation était une force physique, une vague de mépris qui déferlait sur elle. Les gardes la traînaient vers l'escalier de service, sous les yeux réprobateurs de l'élite de la ville. Elle garda la tête baissée, les épaules voûtées dans une honte feinte. Dans la poche de son tablier, l'étui en argent semblait froid et lourd. C'était la preuve dont elle avait besoin. Mais la dégradation publique, la joie pure qu'il prenait à son prétendu échec, alluma un autre type de feu en elle. Il ne suffisait plus de dénoncer Richard de Valois. Il ne suffisait plus de sauver son entreprise. Ils avaient chuchoté qu'elle n'était qu'une serveuse. Ils s'étaient délectés de sa chute. Maintenant, elle allait les obliger à la regarder s'élever. Alors que la porte de service se refermait derrière elle, coupant les sons de leur rire moqueur, Catherine Valence prit un nouveau risque calculé. Elle n'allait pas seulement gagner. Elle allait le faire sur la scène principale, sous l'éblouissement des projecteurs. Et elle allait s'assurer que chaque personne dans cette pièce se souvienne de son nom. Les gardes ne prirent pas la peine d'être doux. Ils poussèrent Catherine par la sortie de service dans l'air frais et humide de la ruelle arrière. La lourde porte métallique claqua, son écho final marquant la fin de sa vie en tant que Kate. Un instant, elle resta là, l'odeur des poubelles et de l'air vicié de la ville remplissant ses poumons. Les cris et les railleries du gala avaient disparu, remplacés par le chant lointain des sirènes de Paris. Elle plongea la main dans la poche de son tablier, ses doigts se refermant sur le métal lisse et froid de l'étui à cigarette. Elle l'avait. Un sourire triomphant et féroce s'étira sur son visage, un contraste saisissant avec la serveuse effacée qu'elle était quelques instants plus tôt. Elle avait gagné la première bataille. Il était maintenant temps de gagner la guerre. Une berline noire et élégante aux vitres teintées s'arrêta silencieusement au bout de la ruelle. La portière arrière s'ouvrit et Robert Lefebvre en sortit. C'était un homme grand et imposant dans un costume parfaitement taillé, son visage calme et impénétrable, mais elle pouvait lire la question dans ses yeux. Catherine marcha vers lui, sa démarche n'étant plus le pas traînant et pressé d'une servante, mais l'allure longue et confiante d'une PDG. Elle arracha le ridicule nœud papillon mal ajusté de son col et le jeta dans une poubelle voisine. « Vous l'avez » demanda Robert, sa voix un baryton grave. Elle leva l'étui en argent. « La phase 1 est terminée. De Valois vient de me donner l'arme avec laquelle il compte m'abattre. » Robert hocha la tête, un soupçon de sourire effleurant ses lèvres. Il lui ouvrit la portière. « La phase 2 est prête. Le paquet est à l'intérieur. » Catherine se glissa sur le cuir frais de la banquette arrière. La voiture était un centre de commandement mobile. Un ordinateur portable était ouvert sur un bureau monté, affichant des flux de données. Un téléphone satellite reposait dans son socle et soigneusement posé sur le siège opposé, se trouvait une housse à vêtements. « Finet » demanda-t-elle, sa voix maintenant nette et autoritaire. Toute trace de Kate avait disparu. « Sous surveillance », confirma Robert en s'asseyant sur le siège passager. Il est toujours sur la mezzanine, essayant de s'expliquer à un de Valois très en colère. Ils n'ont pas encore réalisé que l'étui a disparu.
Ils pensent qu'il s'est juste perdu dans l'agitation. Ils le cherchent par terre. Ils ne le trouveront pas, dit Catherine. Elle ouvrit l'étui. À l'intérieur, nichée dans du velours, ne se trouvait pas une rangée de cigarettes, mais une minuscule clé USB-C sur mesure. Branchez ça. Je veux que notre meilleure équipe de décryptage s'en occupe immédiatement. Je dois savoir exactement ce qu'il y a sur cette clé avant de monter sur cette scène. Alors que la voiture s'insérait en douceur dans la circulation, Robert tendit une tablette sécurisée au chauffeur, qui commença immédiatement à analyser la clé. Catherine, pendant ce temps, tourna son attention vers la housse à vêtements. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas une robe de bal ou une robe de cocktail. C'était un tailleur sur mesure en soie bleu nuit. La veste était taillée au couteau, avec des épaules puissantes et une seule fermeture élégante. Le pantalon était large et fluide, commandant l'attention à chaque mouvement. À côté, reposait un simple haut en soie blanche et une paire d'escarpins aiguilles argentés d'une hauteur vertigineuse. C'était son armure. La transformation commença. Dans le sanctuaire mobile de la voiture, elle se débarrassa de l'uniforme de serveuse noir et blanc, un costume qui avait été à la fois son bouclier et sa cage. Elle le mit en boule et le fourra sans ménagement dans un sac sur le sol. En se défaisant de l'uniforme, elle se dépouilla des derniers vestiges de la femme douce et invisible qu'elle avait prétendu être. Elle sentit sa colonne vertébrale se redresser, sa posture reprenant celle du commandement. Elle se glissa dans la soie fraîche du pantalon et du haut, le tissu comme une seconde peau. Elle boucla les talons argentés, le clic des fermoirs sonnant comme le chargement d'une arme. Elle passa ses doigts dans ses cheveux, les libérant du chignon serré et sévère qu'elle avait porté pendant des semaines, les laissant tomber en vagues souples sur ses épaules. Elle sortit une petite trousse de maquillage et appliqua un rouge à lèvres rouge audacieux, une touche de défi. En regardant son reflet dans la vitre teintée, elle vit Catherine Valence lui faire face. L'épuisement était toujours là, gravé au fond de ses yeux, mais il était maintenant recouvert d'une détermination dure comme le diamant. C'était la femme qui avait bâti un empire à partir de rien. C'était la femme qu'ils avaient essayé de briser. Le téléphone de Robert sonna. Il écouta un instant, puis se tourna vers elle. L'équipe a réussi à entrer. La clé contient la dernière partie du code source de Prométhée, comme nous le suspections. Mais il y a plus. Elle est empaquetée avec un exploit de porte dérobée. Une fois que l'équipe de Valois aurait intégré le code, l'exploit se serait activé, leur donnant un accès illimité à l'ensemble de notre réseau. Ce n'était pas seulement du vol. C'était un cheval de Troie conçu pour lui accorder un contrôle total. Le sang de Catherine se glaça de fureur. C'était une frappe de décapitation d'entreprise. Richard de Valois n'avait pas seulement voulu la voler. Il avait voulu s'emparer de tout son royaume, asservir sa création à sa volonté. Et il y a autre chose, continua Robert, le ton grave. La clé contient également un registre caché. Des dossiers financiers cryptés. Il détaille les paiements non seulement à Finet, mais aussi à 2 autres ingénieurs clés que nous avons perdus au profit de concurrents au cours de la dernière année. Il achetait systématiquement mes employés et volait ma propriété intellectuelle depuis des années. C'était ça. Le pistolet fumant s'était transformé en un arsenal complet. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Changement de plan, dit Catherine, sa voix dangereusement calme. Je ne vais pas seulement exposer le vol de Prométhée. Je vais réduire toute sa maison en cendres. Donnez-moi un lien direct avec le système audiovisuel du gala. Je veux que le contenu de cette clé soit prêt à être projeté sur l'écran principal. Robert haussa un sourcil. C'est agressif. C'est aussi juridiquement complexe. Laissez mes avocats s'inquiéter de la complexité, rétorqua-t-elle. Richard de Valois a déclenché une guerre en s'attaquant à mon entreprise. Ce soir, je vais y mettre fin. La voiture tournait maintenant dans le quartier, attendant son signal. Par la fenêtre, elle pouvait voir la grande entrée du Moineau doré, les flashs des appareils photos alors que les invités arrivaient et partaient. À l'intérieur de ce bâtiment, il se moquait d'une serveuse maladroite. Il portait un toast à la chute d'une PDG qu'il croyait brisée. Il n'avait absolument aucune idée que la tempête était à quelques minutes de toucher terre, et quelle était la tempête. « Il est temps, dit-elle, sa voix résonnant d'un pouvoir nouveau. « Conduisez-moi à l'entrée principale. » Robert fit un signe de tête au chauffeur. La voiture glissa jusqu'à s'arrêter directement devant le tapis rouge. « Êtes-vous prête pour ça, Catherine ?» demanda Robert, l'utilisation de son nom complet étant un signe de la gravité du moment. Catherine regarda son reflet une dernière fois. La femme dans la vitre était une étrangère pour les clients du Moineau doré, mais elle était intimement familière à Catherine. C'était une combattante, une bâtisseuse, une reine revenant réclamer son trône. Elle sourit. Une courbe lente et dangereuse de ses lèvres rouges.
Robert, dit-elle, je suis née prête. Dès l'instant où Catherine sortit de la voiture, un changement subtil se produisit dans l'atmosphère du tapis rouge. Les paparazzis, qui prenaient paresseusement des photos de célébrités mineures et de personnalités mondaines, se redressèrent soudainement. Un murmure confus ondula dans la foule. Qui était cette femme? Elle avait l'aura indubitable du pouvoir, le genre de présence magnétique qui ne pouvait être ni feinte ni achetée. Son tailleur bleu nuit semblait absorber les flashs, et ses talons argentés claquaient sur le pavé avec une autorité troublante. Elle ignora les journalistes qui s'agitaient et les questions criées, son regard fixé sur la grande entrée du moineau doré. Son équipe de sécurité, discrètement positionnée par Robert, se matérialisa autour d'elle, lui frayant un chemin à travers la cohue. Elle monta les marches de marbre, non pas comme une servante entrant par l'arrière, mais comme une conquérante arrivant aux portes. À l'intérieur, le gala battait son plein. Le maître de cérémonie était sur scène, un homme jovial et rondouillard au milieu d'un discours convenu sur l'innovation et le progrès. Et bien que nous soyons tous déçus que l'esprit brillant derrière Valence Innovation, Catherine Valence, n'ait pu être parmi nous ce soir. C'était son signal. D'un signe de tête subtil à un technicien près de la console de son, l'un de ses propres hommes infiltrés des semaines auparavant, les lumières de la scène vacillèrent et s'éteignirent, plongeant la scène principale dans l'obscurité. Le maître de cérémonie hésita, tapotant son microphone. Une vague de murmures confus balaya la salle de bal. Puis, un unique et puissant projecteur fendit l'obscurité, illuminant le centre de la scène. Et dans ce cercle de lumière, Catherine entra. Le silence qui s'abattit sur la salle fut absolu. Ce fut une profonde inspiration collective. Un silence si profond qu'on pouvait entendre la glace fondre dans un millier de verres à cocktail. Les mâchoires tombèrent littéralement. Les verres de vin se figèrent à mi-chemin des lèvres. À la table 7, le visage de Geneviève de Beaumont était un masque de choc total et d'incompréhension. Sa bouche s'ouvrait et se fermait en silence, comme un poisson. Portia Croft s'étouffa avec son champagne, crachotant dans une serviette. Sur la mezzanine, Béatrice de Valois, qui riait avec une amie, se figea au milieu de son rire, son visage blêmissant jusqu'à devenir d'un blanc fantomatique. Son père, Richard de Valois, recevait des félicitations pour une victoire imaginaire. Il se tourna vers la scène et le sang quitta son visage. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme très en colère et très bien habillé. Et près du fond de la salle, debout près du bar, Nathan Delacroix fixait la scène, les yeux écarquillés d'incrédulité. Il ne regardait pas. Seulement la PDG de Valence Innovation. Il regardait Kate, la serveuse observatrice et intelligente avec qui il avait eu une brève et sincère connexion. Les pièces du puzzle dans son esprit s'emboîtèrent avec une vitesse vertigineuse. Son attention, son intelligence discrète, le sentiment qu'elle était bien plus que son uniforme. Un lent sourire de pure et entière admiration se dessina sur son visage. Catherine se dirigea vers le podium, ses pas résonnant dans le silence caverneux. Elle se déplaçait avec une grâce fluide qui était à la fois élégante et prédatrice. Elle écarta doucement le maître de cérémonie déconcerté. « Bonsoir », dit-elle, sa voix calme, claire et amplifiée par le microphone. Elle résonna dans toute la pièce, une voix qui ne portait aucune trace de la serveuse soumise, seulement l'autorité confiante d'une dirigeante en contrôle absolu. Mes excuses pour l'interruption et pour mon retard. J'ai été retenu. Vous voyez, j'ai mené une petite expérience ces 3 dernières semaines. Elle laissa son regard balayer la foule, croisant le regard de personne après personne, leur faisant sentir tout le poids de sa présence. Son regard s'attarda un instant sur la table de Geneviève, puis dériva vers la mezzanine, où il se verrouilla avec celui de Richard de Valois. Il tressaillit comme si elle l'avait frappé physiquement. « J'ai travaillé ici », dit-elle, la déclaration atterrissant comme une bombe au moineau doré. Comme serveuse. Une vague de halètements choqués et de chuchotements frénétiques éclata. Les gens se tournèrent les uns vers les autres, leur visage un mélange de confusion et d'horreur naissante alors qu'ils essayaient de la situer, de se souvenir s'il lui avait donné des ordres, s'il avait renvoyé, s'ils avaient été cruels envers la PDG milliardaire de l'une des plus importantes entreprises technologiques du monde. On apprend beaucoup sur les gens quand ils pensent que vous êtes invisible, continua Catherine, sa voix devenant dure comme l'acier. On apprend qui est gentil et qui est cruel. On voit ce que les gens sont vraiment quand ils croient que personne d'important ne les regarde. Mais plus important encore, on entend des choses. Les chuchotements les plus fascinants. Elle marqua une pause, laissant la tension monter jusqu'à ce qu'elle soit palpable, une épaisseur dans l'air. Richard de Valois était maintenant livide, ses yeux cherchant les sorties. Grégoire Finet, qui se tenait à côté de lui, avait l'air sur le point de s'évanouir. « Vous voyez, je n'ai pas pris de congé pour cause de dépression, comme les rumeurs l'ont si aimablement suggéré, » dit-elle,
ses yeux fixés sur de Valois. « Je suis venu ici pour chasser un traître, un serpent qui vendait l'avenir de mon entreprise de l'intérieur. Et ce soir, grâce à l'arrogance de l'homme qui l'a acheté, je l'ai trouvé. Et j'ai trouvé bien plus encore. » Elle leva la petite clé USB argentée pour que toute la salle la voie. Elle scintilla sous le projecteur comme une unique balle mortelle. « On dit que l'innovation consiste à créer l'avenir, » dit-elle, sa voix tombant à un ton dangereusement bas. Mais certaines personnes sont plus intéressées à le voler. Monsieur Richard de Valois, de Dynamique de Valois. Elle prononça son nom et il résonna dans la salle comme un glas. Toute la salle se tourna comme un seul homme pour fixer l'homme sur la mezzanine qui semblait maintenant piégé, acculé, son empire d'arrogance s'effondrant autour de lui en temps réel. « Je crois que vous avez laissé tomber ceci, » dit Catherine, un sourire froid et impitoyable effleurant ses lèvres. « Et je pense que tout le monde ici serait très intéressé de voir ce qu'il y a dessus. » D'un signe de tête à son technicien audiovisuel, l'écran massif derrière elle, qui affichait le logo du gala, s'anima. La femme invisible était maintenant la personne la plus visible de la pièce, et elle s'apprêtait à exposer les secrets de tout le monde. L'écran massif derrière Catherine s'illumina, non pas avec un logo d'entreprise, mais avec l'interface froide et stérile d'un répertoire de fichiers. La salle retint son souffle. Ce n'était plus un gala, c'était un tribunal d'entreprise, et Catherine Valence était à la fois procureur, juge et jury. « Commençons par le projet Prométhée », commença-t-elle, sa voix une masterclass de fureur contenue. Elle arpentait la scène lentement, la clé USB argentée tenue entre son pouce et son index. « Pendant 2 ans, mon équipe a mis tout son cœur et toute son âme dans la création d'une architecture de traitement neuronal de nouvelle génération qui redéfinira l'intelligence artificielle. C'est l'aboutissement de notre meilleur travail, de notre plus grand rêve. C'est aussi, apparemment, une cible irrésistible pour les voleurs. » Sur l'écran, des lignes de code source complexes commencèrent à défiler. Pour la plupart des gens dans la salle, c'était du charabia, mais pour les dizaines de dirigeants et d'ingénieurs en technologie présents, c'était le Saint Graal. Des halètements parcoururent le contingent technologique. « Ceci, » dit Catherine en désignant l'écran, « est le cœur de Prométhée. Emballé et livré à Richard de Valois ce soir par l'un de mes propres ingénieurs seniors, Grégoire Finet, en échange d'une somme d'argent scandaleusement faible et d'une tape dans le dos. » Elle fit une pause et ses yeux trouvèrent Finet sur la mezzanine. L'homme s'effondra physiquement, se repliant sur lui-même alors qu'un faible gémissement de désespoir s'échappait de ses lèvres. Le projecteur de 1000 regards semblait être un poids physique l'écrasant. « Mais voler mon code n'était pas suffisant, » continua Catherine, sa voix baissant, captivant l'auditoire. « Ce serait du vol simple et brutal. Monsieur de Valois est plus ambitieux. » L'écran changea, affichant maintenant l'exploit de porte dérobée, son code malveillant surligné en rouge. Un expert en cybersécurité que Catherine avait en attente commença une annotation en temps réel à distance, expliquant en termes simples et accablants ce que le code était conçu pour faire. « Ceci est un cheval de Troie, » expliqua Catherine, sa voix résonnant de mépris. « Une pilule de poison numérique. Si Dynamique de Valois avait acquis ce code, ils auraient également acquis une clé qui déverrouillerait tout mon réseau, chaque projet, chaque dossier d'employé, chaque registre financier. Ce n'était pas une fusion qu'ils cherchaient, c'était une conquête, une consommation complète et totale de mon entreprise de l'intérieur. » L'ambiance dans la salle était passée du choc à l'indignation. Les gens dans cette assemblée, malgré tous leurs défauts, comprenaient les règles du jeu. Ce n'était pas des affaires, c'était une violation. Richard de Valois retrouva enfin sa voix. « Ce sont des calomnies, des mensonges. Cette clé est une fabrication. » beuglatait-il depuis la mezzanine, son visage un masque de rage violette. « Sécurité, faites sortir cette femme. » Catherine se contenta de sourire, une expression d'un calme glacial. « Fabrication ? C'est une accusation très grave, Richard. C'est une bonne chose que vous soyez si méticuleux avec votre comptabilité. » D'un dernier clic, l'image à l'écran changea. Ce n'était plus du code, c'était un registre, une feuille de calcul de comptes offshore, de sociétés écrans et une liste de transactions. Des noms étaient listés à côté de dates et de montants. Le nom de Grégoire Finet était en bas, mais au-dessus de lui se trouvaient 2 autres, des ingénieurs talentueux que Valence Innovation avait perdus au cours de la dernière année. Et à côté de chaque transaction se trouvait la source d'autorisation, une société holding directement traçable à Dynamique de Valois. La preuve était irréfutable. C'était un schéma clair d'espionnage industriel sur plusieurs années. Richard de Valois n'avait pas seulement tenté un seul vol, il saignait son entreprise à blanc depuis des années. La salle explosa. Le faible bourdonnement des conversations se transforma en un rugissement. Les alliés de Richard commencèrent à s'éloigner de lui, créant un cercle visible d'isolement autour de la famille de Valois.
Béatrice regarda son père, son visage une toile d'horreur et de honte naissante. Son monde, construit sur les fondations de son prétendu génie, implosait. Geneviève et Portia, qui étaient si suffisantes quelques minutes auparavant, essayaient maintenant désespérément de se rendre invisibles, leur visage pâle de la réalisation mortifiante qu'elles avaient publiquement méprisée et humilié l'une des femmes les plus puissantes de la salle. Leur statut social s'évaporait dans la chaleur de la juste fureur de Catherine. Mes avocats ont déjà déposé une demande d'injonction d'urgence contre Dynamique de Valois, annonça Catherine par-dessus le vacarme, sa voix tranchant le bruit comme un rasoir. Et des copies de cette clé sont maintenant entre les mains de l'AMF et du bureau du procureur. Vous ne perdez pas seulement un marché ce soir, Richard. Vous perdez votre entreprise et votre liberté. La sécurité se mit en mouvement, mais ils passèrent devant la scène et se dirigèrent directement vers la mezzanine. Ce n'était pas sa sécurité ni celle du gala. Leurs vestes étaient blasonnées d'insignes fédéraux. Robert avait passé l'appel à la seconde où le registre avait été vérifié. Alors que les agents fédéraux commençaient à encercler silencieusement et efficacement un Richard de Valois abasourdi, les yeux de Catherine balayèrent la foule une dernière fois. Ils se posèrent sur Nathan. Ils ne regardaient pas le chaos sur la mezzanine ou les preuves accablantes à l'écran. Ils la regardaient. Et son expression n'était pas celle de l'admiration pour la PDG milliardaire. C'était celle d'un profond respect pour la femme, pour l'esprit brillant et courageux dont il avait eu un aperçu quand elle n'était que Kate. Son discours était terminé. Sa vengeance était complète. Elle avait non seulement sauvé son entreprise, mais elle avait aussi exposé la pourriture qui gangrenait la surface dorée de leur monde. Elle se détourna du podium, laissant le chaos derrière elle, et quitta la scène. Le jugement était rendu. Venait maintenant la révélation de ce qui allait suivre. Catherine ne s'attarda pas pour assister aux retombées. Elle n'avait aucun intérêt à voir la disgrâce publique de Richard de Valois ou le rétropédalage frénétique de ses alliés. Son travail sur scène était terminé. Elle se glissa par une sortie latérale alors que des agents fédéraux escortaient formellement un de Valois pâle et silencieux depuis la mezzanine. Le gala, à toutes fins utiles, était terminé. La plus grande histoire du monde de la technologie pour l'année à venir venait de naître dans une pluie de flûtes à champagne brisée et de réputation fracassée. Elle se retrouva dans une bibliothèque calme et richement décorée, adjacente à la salle de bal principale, une pièce dont elle ignorait l'existence. Le silence soudain fut un soulagement, un baume sur ses nerfs à vif. L'adrénaline qui l'avait alimentée pendant les dernières heures commença à se dissiper, laissant derrière elle un épuisement profond, jusqu'à l'os. Elle s'enfonça dans un fauteuil en cuir moelleux, le tailleur bleu nuit lui semblant moins une armure qu'un poids lourd. Elle avait gagné, mais cela ressemblait moins à une victoire qu'à la fin d'une longue et brutale guerre. La porte de la bibliothèque s'ouvrit doucement. Nathan Delacroix se tenait dans l'embrasure, tenant 2 verres d'eau. Il ne dit rien au début, s'approcha simplement et lui entendit un. « Je me suis dit que vous auriez plus besoin de ça que de champagne », dit-il tranquillement. « Merci, Nathan, » répondit-elle, sa voix plus douce maintenant, sans l'âpreté publique. Elle but une longue gorgée, l'eau fraîche apaisant sa gorge irritée. Il prit le siège en face d'elle. Il n'y avait aucun artifice entre eux, aucune prétention. La dynamique du pouvoir était indéniable, pourtant il la regardait exactement comme avant, avec curiosité et une sincérité désarmante. « Une serveuse voit tout, » dit-il, citant ses propres mots avec un petit sourire entendu. « Je suppose que c'est l'euphémisme du siècle. » Catherine s'autorisa un sourire las en retour. « J'avais le sentiment que vous étiez plus perspicace que la plupart des gens. »« Pas assez perspicace, » admit-il. « Je savais juste que vous n'aviez rien à faire dans cet uniforme. Je m'étais inventé toute une histoire. Je pensais que vous étiez peut-être une journaliste ou une chercheuse écrivant un livre sur les 1%. Je dois dire que, PDG milliardaire organisant une opération d'infiltration en solo, n'était pas sur ma liste de possibilités. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, les sons étouffés du gala en décomposition à un monde lointain. « Pourquoi êtes-vous ici, Nathan ?» demanda-t-elle finalement. « Vous ne fuyez pas comme tout le monde. » Il considéra sérieusement la question. « Parce que la femme que j'ai vue ce soir sur cette scène était la même femme que j'ai vue se faire traiter horriblement par Geneviève de Beaumont, la même qui m'a dit que le monde a besoin de plus de légumes. Le côté PDG est impressionnant, je ne vais pas le nier. Mais la personne, je pense que je l'avais assez bien cernée dès le début. » Il fit une pause. « Et pour ce que ça vaut, Catherine, ce que vous avez fait ce soir était extraordinaire. » Entendre son nom de sa bouche, sans aucun titre, la ramena sur terre. « C'était nécessaire, » dit-elle en baissant les yeux sur son verre. « Il s'en est pris au travail de toute ma vie. Je ne pouvais pas laisser passer ça. » « C'était plus que ça, » insista-t-il doucement. « Vous n'avez pas seulement protégé votre entreprise.
Vous avez tendu un miroir à toute cette salle, à la façon dont il traite les gens qu'il pense inférieurs. Vous avez donné une voix à chaque personne invisible qui les sert. Ses yeux rencontrèrent les siens, et dans leur profondeur, elle vit une compréhension qui allait au-delà du spectacle. Il voyait le coup, la solitude de sa position, le fardeau de ses choix. « Robert m'attend », dit-elle, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour partir. « Il y a une montagne de travail juridique et de relations publiques à faire. »« J'en suis sûr, » dit Nathan. « Mais les montagnes peuvent attendre. » Il se leva. « Mon offre tient toujours. Si jamais vous trouvez un capital risqueur qui s'ennuie avec l'IA, envoyez-le-moi. » Il commença à partir, puis hésita à la porte. « Et Catherine, quand vous aurez fini de sauver le monde et tout ça, je prépare un dîner non gala plutôt bon. Sans verre brisé, promis. » Il lui adressa un dernier sourire sincère et partit, la laissant seule dans le calme de la bibliothèque. Un petit sourire, réel celui-là, effleura les lèvres de Catherine. Pour la première fois de la soirée, elle ressentit un sentiment de paix véritable. La bataille était gagnée. Dynamique de Valois serait démantelée ou vendue pour pièces. Grégoire Finet ferait face aux conséquences, mais elle veillerait à ce qu'il ait une défense juridique équitable. Il n'était qu'un pion, pas un roi. La fusion se poursuivrait, plus forte que jamais, selon ses conditions. Son entreprise était en sécurité. Mais l'offre simple de Nathan résonna plus profondément que n'importe quelle victoire d'entreprise. C'était un rappel qu'au-delà des salles de conseil et des bilans, il y avait une vie à vivre. Elle avait passé des semaines à être invisible pour trouver un traître, mais dans le processus, elle avait été véritablement vue par une personne. Elle se leva, l'épuisement toujours présent, mais maintenant mêlé à un nouveau sentiment, l'espoir. Elle sortit de la bibliothèque, non pas vers son équipe de sécurité, mais vers la grande entrée. L'aube se levait sur Paris, peignant le ciel de teintes roses et orangées. C'était un nouveau jour, une nouvelle aube pour Valence Innovation, et peut-être aussi pour Catherine Valence. Elle était entrée au moineau doré comme une serveuse, un fantôme dans la machine. Elle en sortit en étant elle-même, entière et intacte, dans la lumière.